Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Rue des Écoles. Le secteur rue des Écoles est dédié à l'édition de travaux personnels, venus de tous horizons, historiques, philosophiques, politiques, etc. Il accueille également des œuvres de fiction, romans, et des textes autobiographiques. Déjà parus. Danzon, Marc, le révélateur ou le roman d'un drôle d'enfant juif et toulousain d'après-guerre, 2013. Casinedjian, Albert, Fadila, Quand un monde s'effondre, 2013. Vacher, Jean-François, Chimère, 2013. Le Doharé, Nelly, Vieillir, mourir, un chemin de vie, 2013. Guillot, Gilles, La promesse du présent, 2013. Jaffrezou, Raymond, Heureux qui comme Ulysse. Récit de voyage, 2013. Jamais, Michel, 30 photos plus une, 2013. Chalaillère, Maurice, Mes apprentissages. De l'apprenti au raconteur d'histoire, 2012. Lomy, Jacques, L'Europe médiévale en 50 dates. Les couronnes, la tiare et le turban, 2012. Jacques Yaël, Simon, Ma raison d'être, 2011. Morin, Nicole, Entre deux romans, 2011. Pénaud, Nathalie, La tactique du bonheur, 2011. Ces 12 derniers titres de la collection sont classés par ordre chronologique en commençant par le plus récent. La liste complète des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consulté sur le site www.harmattan.fr. Citation. Ces chroniques d'un architecte coopérant sont savoureuses et riches en anecdotes. Elles renseignent beaucoup mieux que les rapports très abstraits sur la coopération. Régis Debray. Dédicace. Saint Paul a fait surgir la connexion intégralement humaine, et dont le destin me fascine, entre l'idée générale d'une rupture et d'un basculement, et celle d'une pensée pratique, qui est la matérialité subjective de cette rupture. Alain Badiou. Saint Paul, la fondation de l'universalisme. Paris, PUF, 1997. À Jacques Le Tébécois. Pour ses conseils d'écriture. À Arnaud l'imprimeur. Pour ses conseils d'édition. Prologue. Que l'on soit voyageur, touriste, expatrié ou coopérant dans un pays en développement, l'on est amené à se poser des questions, parmi lesquelles: qu'est-ce qu'un coopérant? Quelle différence y a-t-il entre coopération bilatérale, multilatérale et décentralisée? Y a-t-il différents types d'ONG? Plus. Que signifient les sigles ou acronymes, abusivement utilisés dans les programmes de développement? Patrimoine mondial de l'humanité n'est-il qu'un label? Qu'entend-on par résorption de quartiers d'habitat spontané? Dans quelles conditions l'autoconstruction est-elle possible? Comment une tontine peut être utile à un projet de développement? Un universitaire, un jeune professionnel ou un futur coopérant l'apprennent par les nombreux ouvrages et sites qui y répondent avec précision, mais sans jamais aborder les questions d'ordre humain, psychologique ou éthique auxquelles est confronté le coopérant. Pour qu'une coopération soit efficace, le diplôme, la compétence technique et les qualités intellectuelles ne sont pas suffisants. Il faut savoir être à l'écoute, s'adapter, et créer une confiance permettant l'adoption et l'aboutissement d'un projet de développement. Ces qualités pourraient être regroupées sous le terme d'intelligence sociale, associée à une pensée pratique, jamais abordée dans les livres théoriques. Par une approche phénoménologique, la seule ambition de cet ensemble de chroniques est d'essayer d'apporter, grâce au vécu d'un coopérant dans une dizaine de pays en développement, des petites touches qui permettront de mieux comprendre pourquoi cette méthode est nécessaire pour la réussite d'un projet de développement. 1. Le Libanais de Gawa. Où l'on découvre les méfaits du Paris-Dakar. Et les bienfaits des tontines. 5 heures du matin. Paul avait l'impression de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit. Tout se précipitait dans sa tête. Dès son arrivée de Paris au bureau des Nations Unies, de Ouagadougou, on lui avait demandé d'aller à Gawa, à 400 km de route et de piste avec une 4x4 et un chauffeur local. On lui avait confié une mission sur la revitalisation des villes secondaires au Burkina Faso,
afin de limiter l'émigration interne de la province vers la capitale. Le voyage avait été dur. Le chauffeur avait conduit pendant 10 heures en mâchant consciencieusement une noix de cola. Il avait évité plusieurs fois le tonneau en contournant in extremis les trous, les grosses pierres et les gazelles, sans rassurer Paul qui savait que la grande majorité des décès des fonctionnaires des Nations Unies avaient pour cause des accidents de voiture dans des zones isolées, loin de tout secours. Malgré les sursauts de la 4x4, le Français somnolait. Le paysage était monotone, la petite végétation couleur vert olive, les quelques baobabs et les habitations des lobis, circulaires et empisées, se confondaient avec le brun rouge de la terre. Il se réveilla brusquement, ébloui par le reflet d'un tas de ferraille bleu et blanc. Le chauffeur lui expliqua que le Paris-Dakar était passé par là il y a quelques années, qu'un coureur avait loupé un virage, qu'il était rentré dans un troupeau de moutons et qu'il avait tué un jeune berger. Le coureur avait été sauvé par l'organisation du Dakar. Le corps du jeune berger avait été abandonné, et sa famille n'avait pas été indemnisée. Hélas pour l'écologie, la carcasse bleue et blanche de la voiture n'avait jamais été enlevée. Le chauffeur ajouta qu'un jour, assis à la terrasse d'un café pour regarder passer le Dakar, il avait vu à ses côtés 2 motards concurrents qui, après avoir bu des bières, avaient enfourché leur bolide et étaient partis en trombe en faisant un bras d'honneur au cafetier en guise de paiement. Le Paris-Dakar ne serait-il pas comparable à un grand banquet qui serait organisé par des riches au milieu des gourbis, ou dans un bidonville ? Cela distrairait les habitants, ils adorent voir passer le Dakar. Mais le banquet serait réservé aux organisateurs qui abandonneraient leurs restes et leurs détritus sur place. Paul se leva. Sa chambre était équipée du minimum, une moustiquaire, un ventilateur, un robinet crachant l'eau par hoquet. Les chambres en rez-de-chaussée donnaient sur un patio. La construction de l'hôtel n'était pas terminée. Des fers à béton étaient en attente au-dessus des chambres. L'hôtelier, un Libanais, expliqua à Paul qu'il avait construit cet hôtel en pensant faire une bonne affaire. Dans le cadre de la coopération multilatérale, il avait en effet été décidé par le gouvernement, quelques années auparavant, de construire un important barrage dans la région. Le Libanais avait alors pensé, puisqu'il y avait un manque d'hébergement à Gawa, qu'investir dans un hôtel serait à la fois intéressant pour lui et pour les expatriés travaillant sur le site. Malheureusement pour l'hôtelier, ce projet de barrage avait été abandonné au moment où il venait de terminer la construction du rez-de-chaussée et d'entamer la construction du premier étage. Ainsi, cet hôtel, toujours en chantier, tournait au ralenti. Cela était compensé par la gentillesse des Libanais et la qualité de leur cuisine. Paul a encore en mémoire la fraîcheur des taboulés et la suavité des baklavas fabriqués par la patronne. L'ambiance venait aussi des Burkinabés locaux. Tous les soirs, les 2 fils de la patronne passaient une cassette sur une grosse télévision en couleur dans le hall de l'hôtel. Les locaux pouvaient s'asseoir et regarder le film à condition de commander une bière. C'était devenu l'attraction du village. Paul se souviendra toujours des yeux écarquillés d'un spectateur qui durant 1h30 a maintenu son verre dans sa main crispée, sans le porter à ses lèvres, tant il était fasciné par les acrobaties de Belmondo pendu à un hélicoptère au-dessus de Venise. 30 années plus tard, en cherchant sur Internet, Paul découvrit que le seul hôtel existant à Gawa était toujours celui des Libanais, l'hôtel Allah. Les photos montrent que cette construction inachevée est devenue coquette par sa végétation. Les internautes, pas très élogieux, estiment tout de même que c'est la meilleure option à Gawa. Les 2 frères ont remplacé les cassettes vidéo d'antan par des jeux de boules dans le patio. Paul s'était donc levé tôt afin d'écourter le plus possible ses visites durant l'après-midi étouffante. Représentant des bailleurs, sa mission consistait à faire le point sur 3 projets financés par le PNUD à Gawa, dans le cadre du projet global, revalorisation des villes secondaires au Burkina Faso. Le premier projet concernait la réalisation d'un amphithéâtre utile pour les assemblées du village. Le projet d'architecte, présenté au bureau du PNUD à Ouagadougou, utilisait astucieusement la pente d'une petite colline pour réaliser les gradins, dans l'esprit d'un amphithéâtre gréco-romain. Paul se rendit donc sur la colline pour réceptionner ce bâtiment, mais il ne le trouva pas. Le maire l'emmena alors au pied de la colline, sur un terrain plat,
pour lui montrer avec fierté son tout nouvel amphithéâtre. Une grande dalle de ciment avec une scène et des bancs en béton armé. Devant l'étonnement de Paul, le maire expliqua que l'entreprise l'avait convaincu que construire sur un terrain plat était plus simple et faisait plus moderne. Moralité: tout chantier, même très éloigné, doit être suivi par un maître d'œuvre. Le deuxième projet devait revitaliser le marché public de Gawa, en protégeant les vendeurs et les clients de la pluie et de la boue durant la saison des pluies. Paul constata que les dalles en ciment surélevées pour les échoppes et les toitures en tôle pour les ruelles avaient bien été réalisées. Mais les commerçants estimaient trop élevée la contribution demandée pour ces travaux, l'équivalent de $10 par échoppe par mois. Pourtant, le bilan de ce projet, réalisé après la saison des pluies, montra que les commerçants avaient en moyenne augmenté dès la première année le bénéfice sur leurs ventes de plus de $10 par mois. Le troisième projet consistait à restructurer un quartier d'habitat spontané, le quartier Chefferie situé non loin du centre. L'idée était de transformer les chemins en voies carrossables, de creuser des canalisations à ciel ouvert capables de récupérer les eaux de pluie, et d'ébaucher le dessin des parcelles constituant le futur cadastre nécessaire à la mise en place d'un impôt foncier. La conception de ce projet devait éviter, dans la mesure du possible, de démolir les habitations en pisé construites illégalement par les familles. Ce projet était en voie d'achèvement. Mais, au dernier moment, le dessin des parcelles avait dû être modifié pour une raison majeure que les concepteurs expatriés n'avaient pas imaginée. Dans chaque création de parcelle, ils avaient bien tenu compte du trou creusé dans la terre par les lobbies, sachant que chaque famille y enterrait ses morts. Mais ils n'avaient pas imaginé que le trou de quelques dizaines de cm de diamètre donnait accès à une véritable caverne, qui pouvait avoir plusieurs mètres carrés et se trouver ainsi sous la parcelle du voisin. In extremis, ils ont donc redessiné le cadastre. Ces trois projets bénéficiaient d'une assistance financière de la Caisse populaire Camille Desjardins. Cette importante banque mutualiste québécoise avait axé sa formation au Burkina à partir du principe de l'association tontinière, très utilisée en Afrique de l'Ouest, afin de renforcer sa gestion financière. Un énorme coffre-fort provenant de Montréal avait été offert à la mairie de Gawa. Des réunions interminables entre les formateurs et les responsables locaux avaient eu lieu pour décider du lieu où serait posé ce coffre, de la désignation du responsable de la clé, du fonctionnement de la tontine, et de l'élection de ses membres avec son président et son comptable. Une secrétaire avait été embauchée. Assise devant une belle machine à écrire mécanique toute neuve, posée sur un bureau en bois blanc, elle s'était plainte auprès du formateur québécois de la maigreur de son salaire. Mais il était justifié par le rendement très faible de ce poste, moins de 2 lettres par jour, nécessaires à la pérennité du projet. 2. L'ONUDI et le KGB à Alger. Comment un coopérant peut être drogué? Par un fonctionnaire des Nations Unies. Paul et Jacques descendaient difficilement le grand escalier de l'hôtel Aletti d'Alger, en se tenant à la grosse rampe. C'est en vacillant qu'ils arrivèrent vers le grand salon pour rejoindre leurs épouses. Une fois assis dans cette prestigieuse pièce qui datait d'avant l'indépendance, ils se demandèrent ce qui avait bien pu leur arriver pour se retrouver dans cet état. Invité par M. Yayatov dans sa chambre, il n'avait bu qu'un seul verre de whisky, était resté 3/4 d'heure à bavarder avec lui et ne se souvenait pratiquement que du début et de la fin de la conversation. Yayatov, fonctionnaire international, était responsable du suivi de projets à l'ONUDI dont le siège est à Vienne. Sa mission en Algérie consistait à contrôler sur place l'avancement d'un projet conçu par le bureau d'études parisien Atourba, qui employait Paul et Jacques. Il s'agissait d'améliorer la qualité des logements préfabriqués et celle de la productivité de l'usine de Sidi Moussa, à 30 km d'Alger. Cette usine dépendait de l'ENIP, un énorme consortium algérien dont le chiffre d'affaires était parmi les 100 premiers du monde. L'ENIP, présidé à cette époque par le colonel Aouchiche, était une émanation de l'intendance du FLN, Front de Libération Nationale Algérien. Ses activités étaient innombrables allant de la construction de logements, à la fabrication de chaussures en passant par les savons, les conserves, la pétrochimie, etc. C'était un État dans l'État assez puissant,
pouvant court-circuiter les services de douane lorsqu'ils avaient besoin de récupérer des marchandises en attente de déchargement des cargos dans la baie d'Alger. La dimension de cette usine était impressionnante. Elle fonctionnait à plein régime pour couler des panneaux en béton armé, qui, assemblés sur le site, formaient les murs et les façades porteurs d'immeubles de logement. Ces panneaux utilisaient comme agrégat des billes d'argile expansées, qui les allégeaient et leur donnaient une meilleure isolation thermique. Ainsi, les Algériens réussissaient à fabriquer et à poser en une journée le gros œuvre de 3 appartements, une performance remarquable. Malheureusement, les corps de métier du second œuvre, menuiserie, plomberie, électricité, etc., n'arrivaient pas à suivre le rythme. Il fallait plus d'1 année pour terminer un appartement. À cette époque, l'URSS était très compétente et efficace en matière de préfabrication lourde. Elle réussissait à terminer jusqu'à 2 millions de logements par an. Par comparaison, la France en produisait 400 000, pavillons compris, et l'Algérie environ 30 000 alors qu'elle aurait dû en construire plus de 100 000 par an. Pendant ce temps, son patrimoine colonial se dégradait à la vitesse grand V. La Tourba avait de bons rapports avec l'Algérie. Ce bureau composé d'architectes et d'ingénieurs était, dans les années 1980, un des plus gros maîtres d'œuvre de logements sociaux de la région parisienne et plus particulièrement de la banlieue rouge. Compte tenu de sa couleur politique, l'international n'était pas qu'une chanson. Ce bureau était composé de Polonais, de Yougoslaves, de Cubains, de Haïtiens et d'Algériens en plus des Français. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles le ministère algérien de la Construction avait choisi ce bureau d'études, lors de l'appel d'offres de l'ONUDI. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.